Et puis en fait, on s'est rapidement rendu compte que si on voulait avoir le plus de marques possible, parce que notre but c'était que tout le monde qui avait besoin de ce type de vêtements puisse les trouver facilement, et ben on avait besoin aussi d'avoir un peu de stock. Et donc on a rapidement emprunté de l'argent à droite à gauche à nos proches, en leur disant oui, on va vous les rendre, vous inquiétez pas, ça va marcher, croyez en nous. Et du coup, on a emprunté un peu d'argent, on a acheté un peu de stock et on a commencé comme ça à avoir un peu de stock dans une cave à Paris je sais pas, je pense que ça faisait même pas 5 mètres carrés. Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. À l'heure où les pop-up stores, Shein et autres enseignes de fast fashion pullulent partout en France, j'ai souhaité recevoir Marie. Marie et Antoine ont lancé We Dress Faire il y a plusieurs années avec pour volonté de démocratiser la mode éthique et durable. Dans cet épisode, nous plongeons dans les coulisses de We Dress Faire qui vient tout juste de lever des fonds d'ailleurs. Et nous explorons aussi bien les motivations de Marie ainsi que celles d'Antoine, mais également leur vision pour l'avenir. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Marie. Salut. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va super, merci. Je suis très heureuse d'être dans vos nouveaux locaux, fraîchement installés dans ces grands bureaux à Lyon. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les auditeurs et les auditrices qui peut-être ne te connaissent pas encore, et ensuite on passera à We Dress Faire et à la présentation de We Dress Faire. Ouais, alors ça peut être court ou très long. Du coup, je vais faire la version moyen. Alors moi, c'est Marie. J'ai cofondé We Dress Faire en 2018 avec Antoine. Et à la base, je viens pas du tout du milieu de la mode ni de l'e-commerce, puisque j'étais dans la recherche en cancérologie. Et c'est via mes multiples missions de bénévolat dans des associations que j'ai fini par arriver dans le monde du textile et que j'ai commencé à créer un premier projet qui consistait à créer une plateforme de partage de tissus entre petits professionnels et chutes de l'industrie, les chutes de tissus d'industrie, pour permettre tout ce qu'on appelle l'upcycling aujourd'hui. Donc j'ai commencé à créer ce projet-là. Et j'ai rencontré Antoine sur un parcours d'entrepreneurs sociaux qui s'appelle Ticket for Change. Et on a décidé de se mettre ensemble sur le projet de We Dress Faire. Donc non plus pour s'attaquer aux conséquences de l'industrie textile qui est tout le gaspillage aujourd'hui et tout ce qu'on a derrière en fait la surconsommation de vêtements, mais s'attaquer en amont à la cause qui est essayer de réduire cette consommation-là, proposer des vêtements qui sont faits dans des meilleures conditions, avec des meilleures matières, un impact environnemental moindre, et proposer de recirculariser, en tout cas d'allonger la durée de vie de ces vêtements. Donc dès le départ, il y avait quand même cette idée d'un site e-commerce ou revendre des marques engagées. Ouais, le tout début, en fait, c'était vraiment de proposer une alternative de consommation. Donc en fait, nous, on est parti d'un constat assez personnel où on avait envie de changer notre mode de consommation avec Antoine. Et on l'a fait dans l'alimentation. C'est relativement simple. On sort de chez soi, il y a des Biocoop, il y a La Vie Claire, il y a etc. Il y a même maintenant plein de startups qui font de la livraison de produits locaux, etc. jusqu'à chez toi. Du coup, dans l'alimentation, c'est relativement simple, mais dans la mode, quand on se pose la question... Mais en fait, à cette époque-là, on ne savait même pas donner le nom d'une seule entreprise de mode qui faisait les choses bien, où on était sûr à 100% que c'était bien fait. Et du coup, en fait, le premier truc qu'Antoine a fait, c'est de faire un listing des marques qui étaient pour lui des marques responsables, et puis en mettant des critères, pourquoi c'est responsable, made in France, les matières premières, etc. Et en fait... le tout départ de We Dress Faire, c'était ça, c'était proposer aux consommateurs qui étaient en recherche d'une consommation différente dans la mode d'avoir plus de visibilité sur ces marques-là, qui elles étaient,
où est-ce qu'on pouvait les trouver, etc. Donc en fait, tout départ, c'était un listing. Après, ça s'est transformé, donc ça aurait pu en rester là. Et... Ça aurait pu, oui, partager de l'info, en fait. Carrément, ça aurait pu être un média, ça aurait pu être une newsletter. Et en fait, derrière, on a quand même eu aussi l'envie de se dire, si on facilite pas le passage à l'action, c'est beaucoup plus compliqué. Donc déjà, aller chercher l'information, c'est déjà un effort supplémentaire. Si en plus derrière, on facilite pas le fait de trouver sur un seul site, au même endroit, toutes les marques, d'avoir la possibilité de les acheter, d'avoir la possibilité d'avoir qu'un seul colis, ou en tout cas qu'un seul achat, si on facilite pas ça, c'est un deuxième effort supplémentaire qu'on demande. Et du coup, c'est la raison pour laquelle on a vraiment créé un e-shop. Et au tout départ, on voulait pas de stock, donc on n'était pas des experts du retail. Et donc, on avait pour mission de faire ce qu'on appelle une marketplace, donc une place de marché, où on mettait en relation les clients et les marques pour du coup qu'ils se trouvent sur un seul endroit. Et puis en fait, on s'est rapidement rendu compte que si on voulait avoir le plus de marques possible, parce que notre but c'était que tout le monde qui avait besoin de ce type de vêtements puisse les trouver facilement, et ben on avait besoin aussi d'avoir un peu de stock. Et donc on a rapidement emprunté de l'argent à droite à gauche à nos proches, en leur disant oui, on va vous les rendre, vous inquiétez pas, ça va marcher, croyez en nous. Et du coup, on a emprunté un peu d'argent, on a acheté un peu de stock et on a commencé comme ça à avoir un peu de stock dans une cave à Paris je sais pas, je pense que ça faisait même pas 5 mètres carrés. On faisait nos colis une fois par semaine et on envoyait une fois par semaine là-bas. Et une partie marketplace qu'on a toujours, où là, c'est une partie qui permet à des marques qui sont moins imposées, qui ont moins les moyens de vendre en retail, parce que quand on vend en retail, il y a quand même des marges qui sont un peu plus importantes. Donc il y a des marques aujourd'hui qui se montent, des marques éthiques qui ont un peu moins la capacité d'avoir ces marges-là. Qui du coup peuvent faire partie de ces modèles marketplace parce que du coup nous on prend des commissions un peu plus petites puisqu'on n'a pas à gérer le stock, on n'a pas à gérer l'envoi, on n'a pas à gérer l'allocation des espaces de stockage, les préparateurs de commandes, etc. Donc forcément il y a un coût supplémentaire quand on devient revendeur avec du stock qui est compris dans cette petite marge supplémentaire. D'accord, donc ça vous permet quand même d'avoir deux types de marques finalement, typologie de marques avec des marques assez installées qui peuvent se permettre de financer ces coûts supplémentaires et d'autres peut-être plus jeunes aussi, moins développées, c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, mais avec moins d'ampleur. Ouais, c'est ça, ouais. Et l'idée c'était vraiment de pouvoir proposer la totalité des marques de mode responsable. Et donc si on se cantonnait à un seul modèle, on répondait pas forcément à tous les besoins. Donc le fait d'être uniquement en stock, du coup d'acheter des marques et de les avoir ici dans nos espaces de stockage, les envoyer et tout ça, on n'a pas une capacité infinie financière et donc on pouvait pas prendre la totalité des produits de la marque. Et donc finalement on arrivait à un site qui avait plus ou moins de diversité et donc on répondait pas aux besoins de tout le monde. Et donc la marketplace vient compléter en fait cette offre avec des marques qui sont aussi souvent plus ce que tu disais un peu moins développées. C'est pas qu'elles sont moins développées dans le sens elles sont moins abouties, mais elles ont des chiffres d'affaires un peu moins importants, ce qui fait qu'elles n'ont pas ces possibilités de marge pour faire de l'achat-revente. Et par contre souvent on se rend compte que c'est des marques qui, comme elles sont toutes jeunes, elles ont aussi un idéal très élevé. Elles se montent avec des valeurs très très fortes et souvent elles ont des engagements qui sont très très forts, quoi. Et donc finalement des fois on se rend compte que c'est même mieux en termes d'engagement, d'impact social, d'impact environnemental. Ils font les choses, on va dire, avec
tous les infos qu'on a aujourd'hui et leur volonté en fait de prendre part à vraiment ce changement de consommation. Et donc souvent ils vont bien plus loin que les marques qui sont implantées depuis un certain moment, qui elles doivent changer toute leur supply chain, qui doivent retravailler la totalité de leur production, etc. et qui prennent un peu plus de temps, même si elles sont très très bien. Souvent voilà, il y a quand même un laps de temps. Qui parfois ont fait des concessions aussi. Et voilà, et en plus de ça, ouais, c'est des marques qui ont marché sur un certain modèle, et c'est très compliqué aussi de revenir en arrière et de se dire, enfin de revenir sur toutes les décisions en arrière qu'on a prises et de se dire ok, en fait on change complètement ça. Donc voilà, il y a vraiment ces deux typologies de marques là qui coexistent très très bien et sur lesquelles ça nous permet de mettre en avant voilà, toutes les alternatives possibles. Dès le départ, vous aviez cette volonté d'être une plateforme à destination de tout le monde. Par tout le monde, j'entends hommes et femmes, puisque vous avez une gamme très étendue pour la femme comme pour l'homme. Ouais. C'était vraiment votre volonté de départ. Moi, quand je me rends sur WeDressFair, pour y avoir fait du shopping, c'est vraiment la sensation d'être sur le même site que, je sais pas, je dis n'importe quoi, les Galeries Lafayette, par exemple, ou La Redoute. On n'a pas, c'est pas estampillé responsable, green, etc. C'est vraiment une plateforme comme une autre, où on trouve de tout et où on peut acheter des choses pour soi, comme pour son frère, son père ou je ne sais qui. Ouais, de base, c'était vraiment une solution qu'on a construite pour nous-mêmes. Alors des fois on dit que c'est pas bien parce que on se projette pas dans les besoins de nos consommateurs futurs, mais en fait nous on l'a vérifié aussi en faisant des enquêtes, on avait fait un crowdfunding, etc. Et en fait dans les besoins de Antoine et moi, il y avait Antoine et moi, et du coup vraiment il y avait cette volonté d'avoir de pas s'adresser qu'à à un seul genre. Antoine avait tout aussi besoin que moi de vêtements éco-responsables à ce moment-là, puis c'était une alternative qu'on cherchait. On a mis par contre plus de temps à lancer la partie enfant-bébé qui ouvre la semaine prochaine. Du coup là on lance aussi pour permettre à tous les papas et les mamans qui veulent habiller leurs enfants avec des vêtements éco-responsables de pouvoir aussi y accéder. Ouais. Ça promet de belles découvertes. Et alors tu le disais au tout début du projet, Antoine avait dressé une liste de ce qui, selon lui, est une marque responsable, de ce que définit en fait cette notion un peu fourre-tout qu'est la notion responsable. Aujourd'hui, cette charte, j'imagine qu'elle existe toujours. Comment est-ce que vous l'appréhendez ? Comment est-ce que vous travaillez aussi avec cette charte ? Est-ce qu'elle a évolué ? Est-ce qu'au regard de ce qu'on peut apprendre, tu vois, là, il y a plusieurs marques qui ont été condamnées pour la présence de substances nocives et potentiellement cancérigènes dans leur tissu. Donc, comment est-ce que vous évoluez aussi avec l'actualité, les découvertes scientifiques et ce qu'on apprend tous les jours ? Là, c'est un peu mon métier de scientifique à la base. Ça se rejoint finalement. Ouais, ça se rejoint de ouf. Et en fait, Antoine, il a commencé à faire une liste de critères. Et quand je suis arrivée sur le projet avec lui, moi, j'essayais de vérifier tout ça. Donc, j'ai lu pas mal d'articles scientifiques sur les impacts environnementaux de telle ou telle matière. Tout ce qui est les ACV, donc les analyses de cycle de vie du produit. Et du coup, on a créé une grille qui, pour le coup, n'a jamais bougé sur cette grille-là. Il y a juste des spécificités qui sont apparues petit à petit. Du type, nous, on demande toujours chez WeDressFair, c'est pas soit un côté social, soit un côté environnemental, ce qui est beaucoup le cas chez certaines grosses plateformes que tu citais dernièrement, qui ont aussi des parties éco-responsables, mais qui, pour le coup, c'est soit une action sociale. Donc, je produis je fais du Made in France, mais j'utilise du coton qui vient d'Inde, coton classique, somme toute pas du tout éco-responsable. Donc en fait, ce côté social pour nous va pas du tout. Donc on a un argument où on prône un côté social, et en fait derrière on regarde pas le reste de sa chaîne, et du coup en fait on est en train d'exploiter des personnes qui sont très très mal payées à l'autre bout du monde pour la matière première. Donc pour nous il y avait un peu une dissonance entre les deux, et en fait le fait de faire soit en fait ça nous paraissait complètement bête et puis pas du tout cohérent. Du coup nous on a vraiment mis des critères où c'est et, donc en fait il faut et une traçabilité sociale et un engagement environnemental. Donc essayer plus qu'essayer, c'est réduire son impact environnemental en choisissant des matières plus éco-responsables.
qu'on a listés. Et pour le coup, c'est quoi une matière éco-responsable? Donc là, on a regardé les articles scientifiques pour savoir pourquoi le coton biologique, c'était mieux. Est-ce que le polyester recyclé, c'est mieux que le polyester? Enfin voilà. Et du coup, on avance aussi en fonction de la technologie disponible. Et donc moi, c'est très régulièrement que je dois me relire des nouveaux articles scientifiques qui sortent sur telle ou telle matière, les nouvelles matières brevetées, essayer de creuser un peu ça, mais pas que là-dessus. Il y a aussi les labels. Il y a beaucoup de labels qui existent. La fiabilité des labels sont plus ou moins... varie avec le temps. Donc là aussi, on doit avoir aussi des contacts avec des auditeurs pour savoir est-ce que ce label-là, il est toujours aussi fiable. Et sur la partie sociale, ça par contre, on l'a posé dès le départ. En fait, on va regarder les usines de confection et on va regarder les pays les pays dans lesquels sont confectionnés ces vêtements, et là on classe en fonction du risque et on ne demande pas les mêmes engagements. Si on est sur du Made in France où on considère que l'État fait bien son rôle, l'URSSAF fait bien ses contrôles et tape bien sur les gens qui font mal les choses. Et donc, pour nous, là, on n'a pas besoin d'aller chercher des labels supplémentaires qui vont aller visiter, etc. Et les pays qui sont par contre plus à risque, comme l'Inde, le Vietnam... sur lesquels, là, par contre, on demande des labels très forts. Il y a juste la Chine qui est un cas un peu exceptionnel chez nous, puisque on a décidé il y a 2 ans de ne plus avoir de produits confectionnés en Chine. Donc, on n'a plus aucun produit sur We Dress Fair qui est fabriqué en Chine. Donc, il y a encore, par contre, des merceries. Donc, c'est plus compliqué de trouver des fermetures éclairs, des boutons qui ne viennent pas forcément de Chine. Il y a des marques qui le font très bien. Je pense à 1083 qui ont réussi à relocaliser toute leur chaîne. Mais donc la Chine, c'est un cas exceptionnel parce qu'on a eu trop d'appels d'auditeurs qui nous ont dit que c'est un pays en termes de corruption qui est très élevé. Et pour le coup, les labels sont très peu fiables, peu importe le type de label. C'est vraiment le contrôle du pays, le contrôle du parti sur les labels qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus malheureusement... nous, avec ces informations-là qu'on a eues, se dire on est confiant à 100% que en fait, ce label, il reste vrai et il est fiable. Donc pour le coup, c'est le pays qu'on met de côté aujourd'hui et sur lesquels, pour l'instant, on prend plus aucun vêtement. Ouais. Vous remettiez en cause finalement la véracité des propos tenus par les labels, etc. Et donc, tu le disais, vous avez des marques qui peuvent être fabriquées en France, en Europe, comme en Asie. Chez We Dress Fair, effectivement, sur le site, à chaque fois, on retrouve un petit encart sur l'usine où ça a été confectionné, dans quelles conditions, etc. Donc, ça renforce aussi ce sentiment quand même de transparence. Vous faites le lien, en fait, entre les marques et les consommateurs pour aussi... J'imagine, quelque part, vous avez un rôle auprès des marques pour les encourager à aller vers plus de transparence. Peut-être que certaines peuvent être un peu frileuses au départ. Ouais, ça a été un combat dès le départ, parce que du coup, donc on ne publie pas toutes les usines de toutes les marques. On considère que... on parlait des marques qui sont un peu plus confidentielles aujourd'hui, les marques qui sont un peu plus petites. Elles ont des chaînes de production qu'elles veulent garder secrètes, et ce qu'on peut comprendre aussi. En revanche, nous, la grande différence entre We Dress Fair, Sélectionneur et les autres sites qu'on a pu voir qui disent avoir des sélections éco-responsables, c'est que nous, on va vérifier tous les documents preuves des marques. Donc du coup, nous, à chaque marque qui rentre, soit elles sont labellisées et du coup en fait on considère que le label a fait son travail, soit nous on va demander, en fait on va faire un petit travail de label où en fait on demande des factures d'usine, des factures de matières premières. Donc là on va vraiment... Comme un audit. C'est un peu comme un petit audit, ouais. Parce que pour le coup, on va pas sur place, on va pas vérifier les conditions de travail, mais voilà, on demande cette traçabilité-là. Et ça nous permet de... en fait, n'importe quel consommateur aujourd'hui sur We Dress Fair, s'il a envie de vérifier qu'on a bien ces documents-là, il peut nous les demander. Et nous, on a tous les documents pour justifier de la traçabilité de ces produits. Oui, donc il y a un vrai travail comme dans la sélection. Tu dis, nous, We Dress Fair, sélectionneurs, c'est vraiment votre métier que d'aller... dénicher une marque et ensuite voir si elle peut ou pas rejoindre la plateforme et si elle correspond à vos critères. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 50% des marques qui rentrent pas sur We Dress Fair. Donc des marques qui postulent.
Donc avant c'était 10% qui rentraient seulement. Maintenant c'est beaucoup plus. Et c'est pas qu'on a changé de critères, c'est vraiment que il y a des changements vraiment assez importants sur qu'est-ce qu'une marque éco-responsable. Et du coup, de plus en plus, les marques savent aussi ce que We Dress Fair attend et ont des exigences encore plus élevées que celles d'il y a 6 ans. Et donc, en fait, on se rend compte que de plus en plus de marques rentrent dans nos critères. Et tu me posais la question tout à l'heure de est-ce que notre charte, elle a changé ? Et je disais qu'il y avait juste une spécificité. C'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on appliquait pour le Made in France des critères qui étaient très élevés. Donc, donc nous, c'est social et environnemental. Et en plus de ça, on sélectionne aussi au niveau de la marque. Donc nous, on va, avant de sélectionner du coup un produit sur We Dress Fair, on va vérifier que la marque en elle-même, elle a plus de 75% de sa collection qui est faite en matière éco-responsable. Et pourquoi on fait ça ? C'est qu'aujourd'hui, si on n'a pas ce critère-là de 75%, en fait, H&M Conscious peut rentrer sur We Dress Fair. Et en fait, parce que certes, ils ont 99% de leur collection qui est mal faite, mais ils ont probablement les 1% qu'ils appellent Conscious aujourd'hui. On n'est pas allé vérifier de plus près, j'en sais rien, je ne suis pas là pour faire la pub de H&M Conscious, mais si ça se trouve, sur les matières et les process de fabrication sur cette partie-là, c'est potentiellement bien fait. On n'en sait rien, je n'ai pas vérifié, mais voilà. Donc ça voudrait dire que toutes les capsules de toutes les grosses marques qui sont là pour une opportunité marché, plus pour vendre plus et avoir un argument marketing, H&M est vert alors qu'en fait c'est moins d'1% de leur production, et du coup, nous, on ne voulait pas participer à ça. On veut vraiment mettre en avant les marques qui ont une volonté de changement global de l'industrie textile et portent ça au cœur même de leur business model. Et donc, on a ce critère-là. Donc, on sélectionne au niveau de la marque. Et puis après, on s'est rendu compte que sur le Made in France, faire du Made in France, c'est déjà hyper engageant au niveau du prix. Du coup, d'avoir des vêtements qui puissent sortir à des prix assez... qui soit assez mainstream, je sais pas comment on dit, mais accessible à plus de monde. Et on demandait que ce soit et du Made in France et de la matière éco-responsable sur 75% des collections. Ce qui fait que du coup, en fait, il y a très très peu de marques qui rentraient dans ces critères-là et on refusait des marques qui aujourd'hui sont quand même des emblèmes du Made in France du type le slip français, parce qu'on se disait, non, slip français, ils n'ont pas 75% de leur collection. Aujourd'hui, on a abaissé ce chiffre à 50% pour le Made in France, c'est-à-dire que si on fait du 100% Made in France et qu'on a 50% de sa collection qui est en matière éco-responsable, on peut rentrer sur We Dress Fair. En revanche, nous ne mettrons toujours sur notre site que les vêtements qui sont faits en matière éco-responsable. Donc ça veut dire que sur les 50%, on ne prendra que les 50% restants, qui sont les 50% qui sont faits avec des matières plus éco-responsables. Et on sait que ces marques-là, elles sont en transition aussi. Et on sait que du coup, elles ont un fort engagement pour changer la totalité de leur collection en matière éco. Mais du coup, elles sont en progression. Et elles ont déjà des tels engagements sur le Made in France qu'on se dit que c'était quand même super injuste de faire entrer une marque qui fait du Made in India bien fait, mais labellisé, etc. Et de ne pas faire entrer une marque qui fait du Made in France parce qu'elle a moins de 75% de sa collection qui est en matière éco. Ouais. Bien sûr. Et ça, vous vous en êtes rendu compte en discutant avec les marques, en ayant des retours de leur part ? Alors plus que les marques, avec les clients, ouais, qui avaient envie peut-être de plus de local, et qui surtout posaient beaucoup de questions sur pourquoi on ne voit pas telle ou telle marque. Et en fait, on se rendait compte, à force de répondre la même chose, que en fait, on était peut-être incohérents là-dessus. Parce que l'impact environnemental de produire en France par rapport à l'impact environnemental de produire en Inde, il est peut-être vachement plus favorable, pas d'un point de vue transport, mais vraiment d'un point de vue mix énergétique de la France par rapport au mix énergétique de l'Inde. Il n'y a pas photo, quoi. Donc du coup, on a aussi changé nos critères là-dessus, quoi. Oui, donc ça peut quand même évoluer. Ouais, ça peut. On se re-questionne, ouais. On n'est pas fermé, ouais. En même temps, c'est plutôt bon signe. Tu le disais, vous avez commencé à réfléchir et lancer ce projet en 2018. En 2018, je ne pense pas qu'on était confronté à autant d'ultra fast fashion que ce qu'on est aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est l'ultra fast fashion ? Est-ce que toi, tu constates, puisque maintenant, les labos scientifiques sont bien loin et tu passes plus de temps à t'intéresser au secteur de la mode, je pense que tu as un regard aussi sur la situation. Voilà.
Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? Ouais, à l'époque, donc en 2018, donc l'ultra fast fashion, c'est... on va parler d'abord de fast fashion. En 2018, on était très confrontés, on n'était pas confrontés encore à des modèles extrêmes, mais c'était déjà pas mal. Sur les scandales de type l'effondrement du Rana Plaza, le scandale des enfants qui faisaient les ballons de foot Nike à l'époque, dans les années 90, il me semble. Et en fait, tous ces scandales-là, ils sont liés à une délocalisation massive de l'industrie textile dans les pays asiatiques, notamment. Ou dans les pays où le droit du travail est moins respecté que les pays européens. Et je dis pays européens, c'est que en fait, la réalité, c'est que dans le monde aujourd'hui, le continent qui a les droits qui respecte le mieux les droits du travail est le continent européen. Donc pas tous les pays en Europe, mais certains pays. Et donc en fait, tous ces scandales-là sont aussi ce modèle de délocalisation est aussi favorable à on va dire l'apparition d'une mode très très peu chère, très rapide, qu'on appelle une mode quasi jetable, où en fait on achète un vêtement parce que il vaut 2 euros, et en fait si on n'en a pas besoin, c'est pas grave entre guillemets, parce qu'en fait ça a coûté que 2 euros, donc je peux le jeter après, c'est pas très grave. C'est comme ce qu'on dit souvent sur les verres en plastique qu'on a sous les fontaines à eau, où en fait ce verre en plastique n'a été fabriqué que pour une utilisation de 1 seconde. Et un vêtement de toutes ces grandes entreprises de fast fashion qui produisent hyper rapidement à la chaîne des produits très peu chers, en fait, sont quasi utilisables qu'une seule fois et on peut les jeter après, quoi. Et donc, c'est toutes ces entreprises que je peux citer qui sont H&M, Zara, Primark, tous les mastodontes. Mais il y a aussi, on parle beaucoup de ces chaînes-là, mais il y a aussi toutes les chaînes de grandes surfaces, toutes les marques des grandes surfaces, qui sont des marques très peu chères, qui sont faites dans des mauvaises conditions à l'autre bout du monde. Et du coup, toute cette mode-là, c'est une mode qui va très vite, qui a un seul argument, et un seul argument, c'est le prix. C'est de faire des vêtements le plus vite possible à un prix dérisoire, mais pour le coup où il y a zéro traçabilité sur la chaîne, zéro respect des droits du travail. On n'est pas du tout sur une circularité, on s'en fiche complètement si le vêtement il est jeté après. En termes de recyclabilité, je pense qu'ils sont à peu près au point zéro. Maintenant, ils ont un peu changé, mais c'était, à l'époque, c'était déjà ça. Et maintenant, on arrive sur des modèles qui vont encore plus loin. Donc, Zara, c'est à peu près 32 collections par an. Donc, on est sur une collection tous les 10 jours, à peu près. Donc, une collection, entre guillemets, c'est un renouveau, on va dire, des nouveautés qui sortent sur le marché. Aujourd'hui, on est sur des modèles qu'on appelle d'ultra fast fashion, qui vont encore plus vite, qui mettent en ligne entre 2000 et 6000 références par jour. Ce qui a été un peu différent par rapport aux modèles comme Zara, H&M, c'est que c'est des entreprises qui mettent sur le marché des produits qu'ils n'ont pas encore forcément produits. Donc, c'est des prototypes. Et en fait, on a un petit peu un maillage d'ateliers très petit, finalement. Alors que sur Zara, H&M, c'est des énormes usines. Là, c'est souvent des modèles qui sont sur... en fait, on a plein de petits ateliers partout qui vont répondre à des appels à projets du type « On vient de lancer ce vêtement parmi les 6000 nouvelles références aujourd'hui. En fait, il a été vendu 400 fois. Il faut le produire 400 fois. Je réponds à cet appel à projet, je produis. » Avec du coup les normes entre guillemets de Chine qui doivent être pas très hautes, mais du coup voilà, et en fait le fait de faire ça a permis d'avoir encore plus de vêtements disponibles sur le marché à des prix encore plus dérisoires. On est même plus sur 10 euros un t-shirt, on est sur je crois que j'ai vu l'autre jour 8,99 € pour 3 robes, et basé sur évidemment on fait des économies d'échelle sur les droits humains. Là, on va pas du tout regarder les sous-traitants. Je pense qu'ils savent même pas qui sous-traitent. Je pense que c'est une telle nébuleuse que je pense qu'ils savent même pas qui sont réellement leurs sous-traitants. Et en plus de ça, on produit quasiment en exclusivité en polyester, qui est la matière aujourd'hui la moins chère qui existe, mais qui est une des plus polluantes aussi. Et donc, ces modèles d'ultra fast fashion arrivent de plus en plus en Europe depuis 4-5 ans.
Et en fait remplace un petit peu on a presque l'impression que Zara c'est presque bien fait quoi. C'est ça. C'est presque bien fait, c'est presque de la qualité. Et d'ailleurs ils sont beaucoup plus sur ces messages là H&M sur des messages de recyclabilité. Ils arrêtent pas de dire des bornes de recyclage, on sait pas trop où ça va, mais voilà. Et Zara, on a l'impression que c'est quand on rentre dans un Zara que c'est beaucoup plus quali que du Shein quoi. Donc voilà, ces modèles d'ultra fast fashion sont vraiment arrivés forts sur le marché européen et aujourd'hui sont des rois du marketing, sont très très forts en marketing. Ça on peut pas leur enlever leur talent entre guillemets là-dessus sont des grands consommateurs d'incitation à l'achat à tout va, de codes promo, de ventes privées, etc. Et en fait touchent énormément les jeunes aujourd'hui. C'est ce que j'allais dire, ils sont très plébiscités auprès des jeunes. Tu es allé avec des membres de l'équipe We Dress Fair à l'ouverture de la boutique Shein à Lyon, parce qu'on est sur un modèle e-commerce, mais il faut savoir qu'ils ouvrent aussi des boutiques un peu partout en Europe. Tu es allé à l'ouverture de la boutique. Non seulement il y avait énormément de monde, il y avait la queue devant le magasin. On était sur une population assez jeune. Quels étaient les arguments ? Est-ce que tu as pu échanger avec des personnes qui attendaient ? Alors l'idée, c'est pas du tout de les pointer du doigt. Moi, c'est pas ce que j'aime faire sur le podcast. C'est plutôt comprendre. Le levier, c'est quoi ? C'est le prix ? Ouais, la alors tendance. En fait, il y a deux critères en fait. Déjà, en fait, on était quand même assez surpris parce qu'on s'attendait à voir que des très jeunes. Et on a vu en gros deux typologies de clients. Parce que la grande majorité, c'est des femmes. On a vu du coup, plutôt en dessous de la vingtaine, qui sont donc pas forcément très très jeunes, mais qui sont étudiantes, qui aiment la mode, qui aiment les tendances. Voilà. Et on a vu aussi des 45 et plus. Donc en fait, et bizarrement, enfin du coup, les 25-35 ans quasiment absents. Là, pour le coup, il y a vraiment personne quasiment personne dans cette tranche d'âge. Mais du coup, c'est vrai ça touche aussi les personnes qui sont un peu plus âgées aujourd'hui, qui n'ont pas forcément des gros pouvoirs d'achat et qui sont souvent aussi très... je sais pas si vos parents ils sont pareils, mais moi les miens ils sont comme ça, ils ont été élevés dans la société de consommation et du coup remettre en question ce modèle c'est hyper difficile aujourd'hui et donc chaque fois qu'on leur parle de promo, ils ont acheté le truc, ils en avaient pas besoin mais c'était en promo quoi, et du coup ils sont trop fiers parce que c'était en promo et du coup c'est vrai que on a oublié que en fait cette catégorie de personnes aussi sont des victimes des incitations à l'achat, beaucoup plus que les 25-35 qui remettent en question énormément le modèle aujourd'hui. Et donc après, on s'est dit, les plus jeunes, ils sont là aussi parce qu'en fait, malheureusement, c'est aussi des victimes de ce système-là parce que ils ont pas encore la force d'esprit et l'esprit critique assez développé pour dire non à ce type de produit, pour dire non au fait de dépenser son argent là-dedans, enfin voilà. Et donc du coup, effectivement, il y a déjà ces deux catégories de personnes qui étaient assez étonnants. Et puis après, les arguments, quand on va leur parler, donc nous, on y est allé vraiment pour, dans le but de comprendre aussi et donc on sait qu'on n'est pas une alternative. On n'est déjà pas allé en tant que We Dress Fair parce qu'on y est allé en tant que citoyenne engagée qui avons envie de savoir pourquoi aujourd'hui on est conscient de tous ces impacts et en fait on y va quand même. Et en fait on leur a posé beaucoup de questions juste pour savoir qu'est-ce qu'elles savaient. La plupart, elles savent, elles sont hyper conscientes des impacts sociaux et environnementaux de la marque, mais elles en savent très peu. Donc je dirais, aujourd'hui, elles savent entre 5 et 10% de ce qui se passe réellement derrière. Et il n'y a pas une grande curiosité non plus à savoir réellement ce qui se passe. Il y a un petit peu un déni, je sais mais j'ai pas envie de voir, parce que y a des arguments marketing très très forts derrière et du coup c'est beaucoup plus difficile de remettre en question quelque chose qui a été vendu et survendu par une influenceur et certainement les 10 influenceurs qui suivent sont des ambassadeurs de la marque. Donc du coup, c'est quand même... Il y a un peu un lavage de cerveau aussi qui évite à ces personnes-là de se poser trop de questions. Donc il y a une volonté de ne pas savoir, mais aussi une conséquence des actions marketing qui font que malheureusement, notre cerveau, il est quand même... très
ils marchent sur des process chimiques qui sont déclenchés par toutes ces incitations à l'achat-là. Et du coup, en fait, elles savent ces implications, enfin, elles savent tout ce qui se passe derrière, mais moi, ce qui m'a surprise, c'est pas forcément le prix, en fait. Enfin, ça va avec, mais c'est que elles veulent de la quantité. Il y a aucune alternative pour elles. Enfin, vraiment, ce qu'elles m'ont dit, c'est ok, si je vais pas chez Shein, j'irai chez Zara et H&M. Et c'est un peu comme choisir entre la peste et le choléra. Et donc, du coup, pour elles, il y avait 0 alternative. Donc, en fait, c'était fast fashion ou ultra fast fashion. Mais en gros, rien d'autre. Et elles m'ont dit très clairement, quand tu auras de la fast fashion de qualité éco-responsable, éthique, éco-responsable, tout ça, on ira là-bas. Je leur ai dit, mais ça n'existera jamais. C'est même c'est l'inverse, en fait, de ce modèle-là. Et du coup, c'est là où moi, j'avais pas mesuré cet impact-là, il faut faire de la sensibilisation sur ces personnes-là, non pas sur l'impact environnemental et social de Shein, mais sur consommer moins. En fait, tant qu'on n'arrivera pas à changer ces modes de consommation ultra rapides et à revenir sur des modes de consommation plus raisonnés, en fait, on n'arrivera pas à leur faire dire que l'alternative, oui, c'est peut-être d'acheter moins et d'acheter un jean à 100 € et d'en être contente, quoi. Elles veulent acheter avec 50 € le maximum de produits possible parce que tendance à la mode, j'ai envie d'être comme les copines, j'ai envie d'être comme les influenceurs, j'ai envie d'acheter, il y a le plaisir d'acheter toujours là. Enfin voilà, et tant qu'elles remettront jamais ça en question, et ça pour le coup, elles ne le remettent pas du tout en question, et du coup, en fait, on n'arrivera pas à changer ces modèles-là, on n'arrivera pas à les faire tomber, quoi. Oui, il n'y avait pas de questionnement face à notre façon de consommer, c'est intéressant. Ouais, pas du tout. En fait, il y a un questionnement éthique quand même, du style, en fait, quand elles me disent c'est choisir entre la peste et le choléra, en fait, elles sont conscientes qu'elles sont en train d'acheter quelque chose qui est pas incroyable, quoi. Et puis même toutes celles qui me disaient oui, je connais, alors j'ai l'impression, oui, j'ai entendu dire des choses, c'est fait par des enfants, ou enfin voilà. Bon, ce qui n'a pas été vérifié, on ne sait pas aujourd'hui si Shein c'est produit par des enfants, mais peu importe. De toute façon, sur la traçabilité de Shein, c'est quand même très compliqué, parce que tu le disais, il passe par des centaines d'ateliers partout dans le monde, on ne saura jamais. En gros, il y a quand même elles savent qu'il y a des doutes sur le respect des droits humains. Mais par contre, elles sont encore là et quand on leur pose la question, mais pourquoi vous connaissez et vous êtes dans la file, elles disent ouais, mais en fait, c'est la seule alternative qu'on a aujourd'hui. Et ça, c'est quand même incroyable. Enfin, vraiment, c'est... Et après, on leur parle de seconde main. Et en fait, la seconde main, c'est pour elles pas une alternative parce que c'est pas simple, la seconde main. C'est pas, il faut chercher, il faut fouiller, il faut trouver ce qui nous plaît. C'est pas à la mode, comme elles disent. Enfin, c'est pas tendance. Alors que Shein, ils lancent toujours des nouvelles... c'est que des nouveautés tout le temps. Donc en fait, on a l'impression d'être toujours à la page, entre guillemets. Là, pour le coup, sur Vinted, faut fouiller, quoi. Ouais, on n'est pas dans cette instantanéité, quoi. C'est exactement ça. On n'a pas la notification de l'application Shein, tous les produits faits pour toi aujourd'hui, enfin voilà. Et donc du coup, c'est beaucoup plus la flemme, quoi. Enfin, la flemme d'aller chercher de la seconde main qui nous plaît, qui correspond à ce qu'on a envie de porter aujourd'hui, pile poil le modèle qu'on veut. Et donc, ouais, pour eux, pour elles, la seconde main, c'est... Il y en a quelques-unes qui disent oui, j'ai essayé. Il y en a qui disent oui, ça me saoule. Il y en a qui disent ouais, j'aime pas trop. Et puis, c'est pas une alternative, quoi, clairement. On le voit bien quand on est utilisateur ou utilisatrice de Vinted, que Shein pullule désormais sur la plateforme, que c'est très compliqué de pas être confronté à ces articles-là et donc ça laisse aussi imaginer la quantité de vêtements Shein qui sont achetés et consommés, je dirais même, parce que on est sur de la consommation en fait de vêtements, puis qui sont revendus pour 1 € sur Vinted. Aujourd'hui, donc on a cette fashion, ultra fast fashion, etc. Toi, est-ce que déjà comment est-ce qu'on va réussir à mettre fin à tout ça? Alors en changeant nos façons de consommer, ça je l'entends. Est-ce que tu as eu l'occasion, toi, depuis que tu es chez We Dress Fair, de travailler avec d'autres partenaires, de te rapprocher peut-être d'institutions aussi? Est-ce qu'il ne faudrait pas réglementer l'utilisation de ces sites internet, quoi? Ouais, complètement. C'est... Nous, on dit souvent, pour faire changer l'industrie textile aujourd'hui, il y a un triptyque qui doit changer. L'entreprise,
Donc nous, on a créé une boîte qui, on l'espère, rentre dans ces critères de changement, avec où nous-mêmes, on se responsabilise sur les incitations à l'achat, sur la quantité de vêtements produits, sur le type de produits proposés. Enfin, donc, du coup, nous, d'une part, on régule nous-mêmes ce qu'on peut, en fait. Mais on sait que ça ne suffit pas. Donc, deuxième étape, c'est le consommateur. Donc, on a toute une partie de pédagogie aussi pour le consommateur. Donc, comme tu dis, faire changer les modes de consommation. Donc là, parler effectivement de faire durer ses vêtements, entretenir ses vêtements, même proposer juste des vêtements qui durent et proposer des vêtements qui, dans durable, il n'y a pas que la longévité, il y a aussi durable dans le sens, durable sur cette planète, qui veut dire que c'est un vêtement qui ne va pas impacter sur du long terme l'environnement, l'eau, l'air, etc. Et le troisième, effectivement, comme tu dis, c'est les institutions. Et aujourd'hui, c'est les gouvernements qui doivent aussi, et donc c'est là où on voit aujourd'hui le moins de... en tout cas, ça change quand même beaucoup plus difficilement que les deux autres. Il faut réguler complètement. Du coup, nous, on a rejoint un groupement d'entreprises qui s'appelle En Mode Climat, qui propose des modifications de lois ou des nouvelles lois pour réguler la fast fashion et l'ultra fast fashion. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une primo-vice à produire dans des mauvaises conditions. Parce que plus on produit dans des mauvaises conditions, plus on est compétitif au niveau des prix. Et c'est quand même hyper contre-intuitif. On est censé vendre les produits les moins chers, les produits qui sont les plus vertueux. Si on était dans un modèle qui voulait survivre dans plus de quelques années, et pour les humains, et pour la survie des humains, et pour la survie de la nature, etc. Quoi. On pourrait carrément s'inspirer du principe du pollueur-payeur. Ah, mais complètement. Sauf que c'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas le cas aujourd'hui. Alors, c'est le cas en partie. On a ce qu'on appelle des éco-contributions. Donc, chaque vêtement aujourd'hui a une éco-contribution de 6 centimes par vêtement. 6 centimes, c'est pas assez incitatif pour éviter de mettre sur le marché des produits qui sont avec des matières déplorables pour l'environnement. Du coup, nous, avec ce collectif, on veut effectivement donc revoir ces éco-contributions, mettre en place des éco-modulations, donc en fonction de donc des bonus-malus, en fonction de pas que l'impact environnemental, mais plein d'autres choses, la traçabilité, etc. Et favoriser, ou en tout cas punir, ce qu'on appelle la durabilité émotionnelle. Donc, en fait, aujourd'hui, on ne garde pas un vêtement parce qu'il est plus durable dans le temps. C'est des arguments marketing qui existent aujourd'hui. On dit c'est des vêtements les plus durables possibles. Et donc, on a envie de les acheter parce qu'on se dit, ouais, en fait, le fait que je l'achète et qu'il va me durer 20 ans, trop bien. Mais en fait, on ne le garde pas ou on ne le met plus parce qu'en fait, l'industrie textile a réussi à raccourcir ce qu'on appelle la durabilité émotionnelle, où en fait, le fait d'être constamment soumis aux incitations à l'achat, aux nouveautés, etc., en fait, on va délaisser notre jean qui pourtant avait une durée de vie de 20 ans pour en acheter un nouveau, parce qu'en fait, s'il y en avait juste un plus beau, qu'on trouve plus beau aujourd'hui, qui est sous les yeux, qu'on nous met sous les yeux et qui probablement a le même argument et qui va nous dire, oui, je vais durer 20 ans. Et du coup, on va le racheter, voilà. Et donc, en fait, la problématique, c'est que cette durabilité émotionnelle, elle n'est pas questionnée aujourd'hui, pas du tout. Et en fait, c'est ça qu'il faut réguler aussi. Donc, on est passé de 2 périodes de solde dans l'année, une période estivale et une période hivernale de solde, qui était un truc super pragmatique et un truc qui était quand même assez cadré. Bah oui, quand on était plus jeune. Oui, complètement. Nous, on allait acheter en solde que pendant les périodes de solde. On n'avait pas les ventes privilèges, les ventes privées, il y a quoi d'autre maintenant, les French Days, les Black Friday, VIP, les machins. machin. Ah, mais mon Dieu, le nombre d'incitations qu'on a aujourd'hui. Et en fait, tout ça fait qu'en fait, on peut acheter en gros n'importe quel vêtement à n'importe quel prix aujourd'hui. Il y a plus aucune régulation là-dessus.
soi-disant, il y en a, mais en fait, on peut toujours les contourner. On n'a pas le droit de dire solde en dehors des périodes de solde, mais en fait, on peut dire vente privée. Donc, en fait, c'est un peu débile. Ouais, c'est la même chose. C'est complètement la même chose. Parce que c'est vente privée, mais si t'as pas la carte du magasin, on s'arrange et tu l'as quand même. Exactement. Bon, voilà. Puis si tu veux pas la payer, elle est payante, mais du coup, tu veux pas la payer, en fait, on te donne un code promo. Enfin bon, bref, c'est que ça. Toutes ces incitations-là à l'achat, plus les collections qui sont renouvelées en continu, donc de plus en plus de nouvelles collections qui apparaissent tout le temps, et bien en fait font que on garde pas nos vêtements. Et donc c'est ça qu'il faut aussi pénaliser aujourd'hui. Et donc là c'est comment on fait ça ? En fait on regarde la moyenne d'un prix d'un vêtement sur un an. Et on regarde si ce vêtement il a été vendu plus de temps en solde ou plus de temps du coup en prix fort. Normalement, si on est sur des périodes de solde, on ne vend ce vêtement en solde que sur une très courte période de l'année et pas sur des grandes périodes. Et on regarde aussi la marge de ce produit. Donc on va regarder est-ce que en fait ce produit on le vend avec une marge dérisoire parce que en fait on l'a mis en solde la moitié de l'année et en fait on a joué sur ces questions du prix, ou est-ce que non, on a fait bien les choses et en fait on l'a vendu, on a dégradé la marge entre guillemets que sur une période très courte de l'année. C'est très intéressant, je mettrai dans la barre de description le lien vers En mode climat pour celles et ceux que ça intéresse parce que c'est un sujet passionnant. Vous, chez We Dress Fair, vous avez récemment levé des fonds. Donc félicitations, c'est très chouette. Mais alors avec tout ce qu'on vient de se dire, et forcément ça questionne aussi ces envies de croissance, de développement, parce que toi t'as pas envie, j'imagine, que même si c'est des vêtements qu'on a chopés sur We Dress Fair, qu'on ait un dressing qui déborde et qu'on porte pas les vêtements, c'est pas l'idée non plus. Comment est-ce qu'on fait quand on a ces valeurs-là, mais qu'on reste quand même un e-shop, il faut in fine quand même vendre. Vous êtes 14 aujourd'hui salariés, sûrement plus bientôt. Et voilà comment toi tu te positionnes. Je trouve ça toujours très intéressant de questionner sur ce sujet-là parce que il montre aussi qu'on est peut-être à un point de rupture dans notre société et qu'on va repenser les choses différemment d'ici quelques années. Ouais, alors il y a plusieurs choses à ça. Donc déjà, on a créé We Dress Fair avec Antoine avec une volonté de créer une entreprise rentable. Et on a levé des fonds que quand on a été rentable. Enfin, on était rentable depuis la première année, mais avec des salaires dérisoires. Et quand on a réussi à payer tout le monde avec des salaires au marché, etc., en fait, c'est là où on s'est dit, et qu'on a continué à être sur une bonne rentabilité, on s'est dit, OK, maintenant, on a créé une entreprise rentable, on peut aller chercher une levée de fonds pour accélérer ce modèle-là. Donc nous, on fait un peu l'inverse des startups de base. Complètement l'inverse. Complètement l'inverse, qui créent des modèles avec une croissance assez rapide et disent on va trouver la rentabilité plus tard. Et nous, en fait, pas du tout. En fait, nous, on s'est dit, si on ne crée pas une entreprise avec une rentabilité dès le début, en fait, ça va être on ne sait pas si on va la retrouver un jour. Et en fait, on ne veut pas aujourd'hui être sur un modèle où on va courir derrière la croissance pour trouver une rentabilité sur un modèle dont on n'est pas sûr que ça va marcher. Donc déjà, on avait ce premier argument-là où en fait, on s'est dit, vraiment, on crée une entreprise rentable, on est sûr de notre rentabilité, notre capacité à retrouver une rentabilité assez rapide. Ça nous permet de pouvoir lever des fonds plus sereinement. On a eu la malchance de commencer notre levée de fonds une semaine avant la guerre en Ukraine. Du coup, les levées de fonds se faisaient beaucoup moins facilement. Mais comme on a créé un modèle rentable, en fait, c'est beaucoup moins risqué aujourd'hui d'investir sur des modèles rentables dont on sait qu'on peut retrouver une rentabilité assez rapide. Donc nous, on retrouve une rentabilité là, normalement, d'ici 2 à 3 ans. Et heureusement, en fait, parce que c'est ce qu'on veut, c'est ça, quoi. Et on veut viser réellement la rentabilité. Un modèle pérenne, en fait. Exactement. En fait, on peut pas changer... on peut pas vouloir un changement global d'une industrie et profond et durable si on crée un modèle qui va perdurer que sur des levées de fonds. À un moment, l'argent va manquer et du coup, l'entreprise va malheureusement devoir fermer. Et malheureusement, derrière, l'impact qui va avec va s'éteindre aussi petit à petit. Donc, l'envie de créer une entreprise qui était pérenne sur le temps
était aussi une volonté d'avoir un impact qu'on puisse mesurer sur des dizaines d'années plutôt que sur 2-3 ans de levée de fonds, quoi. Deuxième argument à ça, aujourd'hui, on n'est pas contre la croissance si c'est quelque chose qui est sain. Et là, je m'explique. Je parlais tout à l'heure du fait qu'on a créé une entreprise. Donc, il y avait les 3 choses qui devaient changer, notamment avec l'entreprise. Nous, on a créé une entreprise de l'économie sociale et solidaire avec des statuts de l'économie sociale et solidaire dont on a mis plein de garde-fous. Premier garde-fou, aujourd'hui, avec We Dress Fair, tous les bénéfices, donc 50% des bénéfices, doivent être réinvestis dans l'entreprise. Ce qui n'est pas du tout le cas de la majorité des entreprises, qui, pour le coup, tous les bénéfices vont dans la poche des actionnaires. Nous, c'est 50% doit être réinvesti dans la structure. Deuxième chose, c'est sur les salaires. On cape le plus haut salaire, donc on ne peut pas gagner plus de 10 fois le SMIC, ce qui est déjà énorme, hein. Et on ne peut pas avoir des différences de salaire de plus de 7. Donc en fait, le moins bien payé chez We Dress Fair ne peut pas être payé 7 fois moins que celui qui gagne le plus haut salaire. Et en plus de ça, on a rajouté une gouvernance participative avec des instances de gouvernance, etc., qui permettent de maintenir l'objet social de la structure, évaluer notre impact environnemental, social, etc., faire évoluer la charte. Du coup, on a mis plein d'instances aussi qui permettent aujourd'hui de contrôler l'objet et l'utilité sociale de la structure. Quand on est dans ce type de structure-là, plus on fait grossir le chiffre d'affaires de ces structures-là, en plus de ça, avec une volonté vraiment derrière, avec un objet social qui est quand même assez fort, plus on va faire grandir l'impact qui va avec. Et l'idée, c'est vraiment ça. Donc, notre envie, c'est pas que chaque personne consomme 40 vêtements chez We Dress Fair, mais c'est que toutes les personnes qui ont envie de consommer différemment puissent acheter sur We Dress Fair. Et là, peu importe, là pour le coup, si on arrive à toucher 70 millions de Français, tant mieux. Nous on est hyper contents. Si 70 millions de personnes savent aujourd'hui qu'on peut consommer différemment et que s'ils ont besoin d'une culotte neuve, ils peuvent l'acheter sur We Dress Fair, mais ils peuvent aussi acheter de la seconde main ailleurs. Il y a vraiment aussi ça, c'est qu'on n'est pas un monopole. Et on ne veut pas avoir un monopole là-dessus parce qu'on sait que la solution pour diminuer l'impact environnemental de la mode ne va pas se trouver dans une seule entreprise, mais dans des multitudes de structures. Et nous, on n'est pas là pour monopoliser tout le marché sur We Dress Fair. Par contre, tous ceux qui ont envie de consommer du neuf responsable, oui, là, pour le coup, on propose We Dress Fair. Ouais. Donc ça, c'est le deuxième argument. Et j'en avais un troisième que j'ai perdu en cours de route. Non, c'était le troisième, je crois, non? C'était Ah, c'était le deuxième. Le deuxième, ouais, sur le type d'entreprise. Ah oui, et le troisième, si, c'est ça. C'est qu'on a fait quand même... On a fait des études en interne. Et en fait, on s'est rendu compte que plus We Dress Fair était connu, plus l'impact environnemental d'une personne diminuait. L'impact environnemental dans la mode d'une personne diminuait. Et ça, pas forcément que parce qu'elle remplace ses achats par des achats responsables, c'est parce qu'elle consomme moins. Parce qu'elle consomme différemment. Ouais. Elle consomme différemment, elle consomme moins, elle achète moins souvent. Quand elle achète, elle fait durer ses vêtements. On est du coup sur un changement de... Pas uniquement juste un produit par un produit, mais c'est un vrai changement de mindset derrière. En fait, mon vêtement, je l'ai acheté plus cher. J'ai mis toute ma volonté et mon envie dans ce changement-là. Et en fait, je vais le chérir, je vais le choyer, je vais potentiellement le donner à des proches après ou le revendre. Mais en fait, il y a vraiment un changement émotionnel envers un vêtement qu'on achète de mode responsable. Et en fait, on le voit aussi dans la façon dans laquelle on présente les vêtements qu'on achète en mode responsable. On est trop fiers. On est trop fiers d'avoir fait ce choix-là par rapport à... ouais, en fait, j'avais besoin d'un pantalon, j'ai craqué, je suis allée dans le premier magasin. Là, pour le coup, on a fait la démarche, on a fait l'effort et on est trop fiers, en fait. Et on est trop fiers de montrer que, putain, t'as vu ce truc-là, il est trop stylé. Bah ouais, je l'ai acheté, je l'ai chopé en mode responsable, quoi. Je te rejoins complètement là-dessus. Et puis, on est certes trop fiers, mais ce que je voulais dire aussi et ajouter, c'est que sur We Dress Fair, on n'est pas non plus matraqués
par toutes les stratégies marketing qu'on connaît bien, qui sont bien rodées. Tu disais, Shein est l'un des maîtres en la matière. On n'est pas du tout matraqué et donc on ne se sent pas non plus obligé d'acheter. On n'est pas poussé à l'achat, ce qui rend l'expérience client et cliente plus intéressante, je trouve, et plus douce aussi. Ouais. On reste une entreprise, donc il y en a quand même un peu. On sait que, voilà, aujourd'hui, on est... Oui, mais tu vois, tu reçois pas 3 millions de newsletters, t'es pas tout le temps dans les alertes nouveautés et tout. Je trouve que c'est... Évidemment, il y a une volonté de rentabilité qui est tout à fait louable, mais je trouve que vous arrivez... J'ai l'impression que vous parvenez à le faire d'une manière raisonnée. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, carrément. En fait, il y a aussi une volonté tout de suite de se dire, dans l'expérience d'achat, on va rajouter de l'information. Et en fait, il y a ça aujourd'hui dans nos newsletters. Quasiment toutes nos newsletters, elles ont un article, elles ont un truc qu'on a un peu creusé, qui donne des informations et qui permet de petit à petit encore plus s'éveiller sur ces questions-là et d'être conscient de l'impact qu'on a en fait quand on consomme de la mode. Donc c'est vrai qu'on n'est pas forcément sur... on va utiliser quand même les mêmes codes, les mêmes façons de faire. Voilà, on sait très bien que derrière Facebook, Google, c'est pas des gentils, c'est pas les meilleurs modèles qui existent aujourd'hui. Mais par contre, si on se prive de Facebook, Google, en fait, on est plus sur une alternative. Là, on est vraiment sur quelque chose de très très niche, complètement dans des valeurs très très fortes, mais pour le coup avec un impact qui peut pas être global, qui peut être local, qui peut être qui est très sain, mais qui est beaucoup plus petit. Oui, vous composez aussi avec les codes actuels, forcément. On compose avec les codes, mais on a envie de les détourner. Et donc c'est là où en fait on détourne tout. On fait des soldes, mais aujourd'hui on propose des soldes qu'on appelle libres. En fait, chaque personne peut participer. Ouais, j'adore ce concept, c'est génial. J'en ai déjà parlé, je crois, dans un épisode. J'adore. Donc on peut participer. En fait, on propose de faire des soldes entre moins 20 et moins 40%, et chacun choisit en fait sa réduction. Donc on peut même choisir de mettre entre 0, moins 10, moins 20, moins 30, moins 40. Et pourquoi on fait ça ? Parce qu'en fait, ça permet de re-questionner encore le consommateur. Est-ce que j'en ai besoin ? Si j'en ai besoin, à combien je peux y participer ? Parce que je sais que derrière, en fait, mon argent va participer après au financement d'autres nouvelles collections de mode éco-responsable, qui va financer des entreprises qui sont plus responsables, qui va financer des personnes sur des chaînes de production qui sont plus respectueuses, qui vont financer le développement de futures fibres, etc. Donc en fait, rajouter, nous on détourne souvent toutes ces choses-là pour aller encore plus loin en fait dans l'info. Merci beaucoup Marie, c'était super intéressant d'échanger avec toi. Tous les liens seront dans la barre de description et puis j'espère qu'on aura l'occasion d'ici quelques années d'enregistrer un épisode où on constatera que les comportements ont changé, que ce n'est plus la jungle comme ça l'est actuellement. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @basilicpodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.